jusqu'à 9h, Good Morning Business. Et à 8h18, c'est Amélie de Montchalin, la ministre de la Transformation et de la Fonction publique, qui est avec toi sur ce plateau. Bonjour Amélie de Montchalin. Bonjour. Merci. Une question, vous êtes ministre de la Transformation de l'État. Depuis combien de décennies on cherche à transformer l'État sans y parvenir? Alors déjà, pendant des décennies, on a cherché à réformer l'État comme si l'État était une chose, vous voyez, un peu exogène, extérieure, et qui fonctionnait pour lui-même. Moi, je suis la ministre, je vous le dis, j'ai un objectif, de l'État efficace ici et maintenant. Comment en 2021, les Français voient la différence dans les délais de traitement de leurs démarches, dans la qualité de la décision qui est rendue pour eux, et comment on réarme nos territoires. Aujourd'hui, si on regarde le diagnostic, où on en est, on a un État qui a perdu beaucoup de force en proximité, là où les choses se passent. C'est pour ça qu'on a pris la décision avec le Premier ministre de réenvoyer 2500 fonctionnaires sur le terrain, dans les départements, dans les régions. Je pense que les Français attendent de nous de l'efficacité, ils attendent des interlocuteurs, ils attendent de la proximité. Et donc moi, mon enjeu, c'est pas de réformer l'État et de faire des grands concepts et des grands discours. C'est pas de dégraisser le mammouth. Aujourd'hui, face à la crise, on a un objectif, une priorité. Remettre les bonnes compétences au bon endroit. On a besoin dans cette crise que les choses fonctionnent. Et il y a des choses qui n'ont pas fonctionné, on les a corrigées. Lesquelles par exemple? On a vu des lourdeurs, on a vu parfois des décisions très lentes, trop lentes. Dans ce cas-là, le politique, qui est chef de son administration, le Premier ministre, le Président de la République, nous remettons les choses d'équerre et nous avançons. C'est vrai, Amélie de Montchalin, qu'on a vu beaucoup d'annonces gouvernementales qui ont été évidemment extrêmement utiles pendant cette période de crise, mais qui n'étaient pas suivies d'effets immédiatement. On a vu beaucoup de chefs d'entreprise qui nous ont alertés parce que 15 jours, 3 semaines, un mois et demi après, il n'y avait toujours pas dans les actes ce qui avait été dit en parole. Je pense qu'on a beaucoup progressé dans cette crise, justement, cette capacité d'être efficace, à devenir concret, à dépasser les annonces, les grands mots et à mettre les choses en face. Effectivement, parfois, ça a pris un peu plus de temps que ce n'aurait dû. Et dans ce cas-là, nous, c'est responsables politiques, on a un devoir. Assumer, piloter, corriger, faire que ça avance. Ça, c'est ma mission, c'est celle que nous nous sommes fixés. On doit aussi être transparent avec les Français. Et on a pris une décision majeure, inédite, du jamais vu depuis la Ve République, c'est de publier début janvier sur le site du gouvernement, sur gouvernement.fr, département par département, nos résultats sur les 25 politiques prioritaires de ce gouvernement depuis 2017. Nous allons donc, si vous y allez, sur gouvernement.fr, vous rentrez votre code postal et à l'échelle de votre département, vous savez, sur l'emploi, sur la santé, sur le handicap, sur le logement, où nous en sommes. Vous savez ce qui manque, Amélie de Montchalin? Ça, c'est très bien d'avoir des indicateurs. Mais après, derrière, il faut avoir des sanctions ou des changements. C'est-à-dire que quand on voit que dans son département, effectivement, en matière d'aide sociale ou en matière d'hôpital, on n'est pas très bien classé, pas très bien servi, ce qu'on attend de vous, qui êtes la ministre de la fonction publique, c'est que derrière, vous preniez des mesures pour corriger le tir. Première étape, d'abord, le diagnostic. Faire la transparence pour rétablir la confiance avec les Français. Deuxième étape, c'est l'action. Et donc, avec le Premier ministre, on a annoncé que les préfets auraient tous une feuille de route interministérielle où, à partir des résultats, on allait définir des priorités. Et à partir de ces priorités, ils seront évalués. Parce qu'aujourd'hui, on a sinon un système qui crée les questions que vous me posez. C'est qu'est-ce qui se passe quand on détecte un problème? Parce que dans une entreprise, quand on détecte un problème, on essaye de le changer. Et si ça ne va pas, on change les hommes. Ma responsabilité, c'est d'abord le diagnostic, où on en est, que les Français aient la vision de ce qui a progressé et de ce qui n'a pas assez progressé. On est d'accord. Il faut commencer par faire un diagnostic, on comme dans une boîte. Responsabilité, confiance, responsabilisation des préfets qui vont avoir une feuille de route de l'ensemble des politiques publiques avec les priorités clairement établies. Et ensuite, on évalue. Et cette évaluation sera pour les préfets, c'est une grande nouveauté, vous savez ce que je vous dis là. Ça aura des conséquences sur leur carrière, sur la rémunération. On va aussi leur donner des moyens. C'est-à-dire que vous allez sanctionner les préfets qui n'auront pas les résultats attendus. On va leur donner des moyens à la fois humains et budgétaires pour qu'ils puissent réorganiser leurs équipes et agir différemment, parce qu'on ne gère pas. Donc vous mettez la pression sur les préfets? Mais évidemment qu'on met la pression, mais les Français, ils nous la mettent sur nous. Les Français, ils mettent la pression sur les responsables politiques et ils demandent aux responsables politiques de piloter leurs organisations. Cette transformation-là, je peux vous dire que c'est une transformation concrète qui peut avoir des résultats très rapidement. D'ailleurs, on l'a vu sur un certain nombre de sujets en quelques mois. Au cours de l'année 2020, malgré la crise sanitaire, on a fait des grands progrès, mais ma méthode, c'est toujours la même. C'est pas des oukases, des grandes circulaires, des grands discours. C'est cibler les choses, territoire par territoire, équipe par équipe, sujet par sujet, et c'est de redonner les moyens à ceux qui sont sur le terrain d'agir, et ensuite d'évaluer les progrès. Évaluer et ensuite corriger le tir. Et c'est très concret, Amélie de Montchalin. Pour corriger le tir, il y a deux solutions. Enfin, pour faire en sorte que les gens soient à la hauteur de leurs résultats, il y a deux manières. Soit vous les encouragez avec des primes, vous les rémunérez davantage, ou des promotions, soit vous les sanctionnez, vous les faites partir. Avec le président de la République, dans quelques jours, dans quelques semaines, d'ici au mois de juin,
nous allons annoncer une réforme très profonde sur la manière de gérer cette gouvernance des politiques publiques, sur la manière de gérer les carrières des hauts fonctionnaires. Il y a deux problèmes dans notre pays qui sont connus depuis longtemps. Il y a le sujet du corporatisme, c'est-à-dire comment l'esprit de corps, à un moment donné, l'entre-soi peut prendre le dessus sur la décision publique, sur la défense de l'intérêt général. Et donc ça, il faut qu'on y mette fin résolument. Et puis il y a le sujet ce qu'on appelle des rentes à vie. C'est-à-dire que vous avez des gens aujourd'hui dans le système qui, parce qu'ils appartiennent à un corps, progressent dans leur carrière indépendamment de leurs résultats. Avec le président de la République, ce sujet-là, dans quelques semaines, on le prend à bras-le-corps et on fera des annonces très profondes. Ça veut dire quoi concrètement? Que vous pourriez virer des fonctionnaires? Concrètement, ça veut dire que tout le système qui entretient le corporatisme, les grands corps, et tout le système de nomination, de progression, de promotion, d'avancement qui entretient les rentes à vie, ce sont deux choses que nous avons profondément modifiées. Ce qu'on a commencé à faire avec les préfets en est le début. Cette réforme-là, elle fait suite à deux autres réformes très profondes. Est-ce que vous pourrez licencier un fonctionnaire pour insuffisance, par exemple? Aujourd'hui, on a des mécanismes qu'on a introduits de rupture conventionnelle. On doit aussi beaucoup mieux individualiser les parcours. C'est pas normal que parce que vous avez passé le même concours à 24 ans, vous ayez les mêmes carrières, indépendamment de vos résultats. Donc on fera les annonces avec le président. C'est un travail très profond. Ça fait des décennies, vous savez que beaucoup de gouvernements ont fait des grands discours sur le sujet, tout comme ils avaient fait des grands discours sur l'ouverture. Moi, mon enjeu, c'est quoi? Donc ça veut dire c'est qu'on ait une nouvelle génération de fonctionnaires qui représente davantage la France, que la jeunesse d'aujourd'hui. Ça, vous le ferez notamment avec les concours dans la fonction publique que vous voulez ouvrir avec un peu de discrimination positive. C'est pas de la discrimination positive. Un peu, mais tant mieux. C'est la méritocratie républicaine mise à jour du 21e siècle. Aujourd'hui. Mais pour ça, vous savez que parfois, il faut un peu forcer le trait et ouvrir davantage les portes à ceux qui en sont exclus. C'est exactement ce qu'on fait. On ouvre les portes, on met des moyens, on crée des classes préparatoires partout en France. On s'assure que ceux qui viennent des zones plus rurales ou des quartiers populaires ou des outre-mer aient des moyens concrets, républicains, efficaces de préparer ces concours et ensuite de les passer. Et ils passeront les mêmes concours, les mêmes épreuves, mais on leur a donné des places pour qu'à la fin de leur prépa, ils puissent passer ces concours. Pourquoi? Parce qu'on veut une nouvelle génération de fonctionnaires. On veut qu'ils soient formés différemment, avec une culture commune. Commune aux magistrats, aux policiers, aux pompiers, aux préfets, à l'ensemble de cette haute fonction publique qui doit réapprendre à travailler ensemble, et la crise nous l'a montré, et ensuite qu'on gère différemment les carrières. Oui, ce plan-là... Je repose ma question. Est-ce que vous n'excluez pas de licencier un fonctionnaire? Mais d'abord, il y a des fonctionnaires qui sont parfois, quand il y a des fautes, évidemment, licenciés et sanctionnés. Mon sujet aujourd'hui, c'est comment la mobilité, l'avancement, la progression dans la haute fonction publique se fait sur la base des résultats, de la performance, et qu'on mette fin à cet esprit de corps qui parfois prend le dessus sur l'intérêt général et à ces rentes à vie qui, je crois, ne correspondent ni à l'efficacité qu'on doit aux Français, ni à cette promesse républicaine qu'on a aussi faite, qui est que c'est le mérite qui gère la carrière. Depuis la jeunesse aujourd'hui, qui pense qu'elle peut être sacrifiée, qui pense que parfois les séparatismes et les illusions lui répondent plus que la promesse républicaine. Ça, c'est ce qu'on a fait avec le président la semaine dernière. C'est très important. Est-ce que cet état d'esprit, on pourrait aussi l'avoir dans l'éducation nationale? Est-ce qu'on pourrait mesurer une école, un lycée, à ses performances, à sa capacité justement à ce que tous les Français, tous les jeunes Français soient inclus dans le système éducatif? Jean-Michel Blanquer, depuis 2017, mène là aussi un exercice inédit. Année par année, tous les élèves de CP sont évalués. Puis ils sont à nouveau évalués en CE1. Puis ils sont à nouveau évalués à la fin du primaire, puis au collège. Pourquoi? Parce qu'on a besoin aussi de nous donner des repères. On ne peut pas faire des réformes en l'air. On n'est pas là pour se payer de mots. Vous savez que la France a le triste record, parmi les pays de l'OCDE, du pays qui produit le plus d'étudiants non qualifiés. Et on est aussi le pays, et c'est ça, contre ça qu'on se bat. On est aussi surtout le pays où la pauvreté, la reproduction des inégalités est le plus fort. Il faut 6 générations dans notre pays pour, quand on est né dans une famille pauvre, ça s'est aggravé depuis 20-30 ans. Moyenne. C'est pour ça qu'avec le président, on a fait les choses avec méthode. On s'est occupé de l'école maternelle, et c'est toute la réforme de Jean-Michel Blanquer, du dédoublement des classes, de la réforme du collège, de la réforme du lycée. Aujourd'hui, ma responsabilité, c'est que le premier employeur de ce pays, c'est la fonction publique. Chaque année, nous recrutons 450 000 personnes pour renouveler. C'est pas trop. On a parlé de la qualité, là c'est bien. Est-ce que quantitativement, l'État et sa machine n'est pas trop pléthorique dans ce pays? La première chose, c'est d'abord ce que les Français veulent faire à la collectivité. C'est un choix politique. Ensuite, mon enjeu, c'est de mettre les bonnes compétences au bon endroit. Ça veut dire qu'il faut qu'on recrute différemment. Et mon enjeu aussi, c'est que face à ce pays qui reproduit les inégalités, nous devons remettre le mérite, le talent au cœur de nos recrutements et donc permettre à tous les jeunes, quels qu'ils soient, quel que soit le lieu où ils sont nés, la famille où ils ont grandi, de devenir des hauts fonctionnaires, de devenir les cadres de demain, de peser sur l'avenir de leur pays. C'est pour ça qu'on investit, qu'on met des moyens inédits. Vous savez ce qui va se passer à la rentrée 2021 en septembre? C'est qu'il y a 1700 jeunes qui vont être dans des classes préparatoires
très encadré, très soutenu, avec 4 000 € de bourse, avec du tutorat, pour que cette génération, qui aujourd'hui a envie de servir son pays, puisse le faire concrètement. Et je crois que c'est vraiment une étape importante, mais qui n'est que le début, comme je vous l'ai montré, une réforme profonde de la haute fonction publique. Allez, on va prendre un exemple d'exemplarité de la fonction publique. Le gouvernement demande aux entreprises que tous les salariés qui peuvent être en télétravail le soient. Quel est le pourcentage de fonctionnaires en télétravail aujourd'hui? On avait défini une cible. 50% des agents de l'État peuvent télétravailler, peuvent le faire parce qu'ils ne sont pas enseignants, ils ne sont pas policiers. Pas derrière un guichet. On a aussi l'engagement de tenir la continuité des services publics. On a dépassé ces 50% la semaine dernière, avec une méthode là aussi très simple. Vous êtes à combien là On est à 50,3%. Donc 50% de fonctionnaires sont en télétravail. Les agents de l'État sont en télétravail. Ça veut dire qu'on prend toute notre part, à la fois en augmentant le nombre de jours, en équipant les agents. Oui, en ordinateur, c'est pas toujours le cas. C'est aussi derrière un enjeu de culture managériale. C'est aussi ce que je vous disais sur la confiance, la responsabilité. Donc on va aussi nous avoir un accord, comme on a eu dans le secteur privé, sur le télétravail dans l'année. C'est un engagement que j'ai pris très fort. Et puis derrière tout ça, on réforme aussi notre dialogue social. C'est la semaine dernière, on a présenté notamment des avancées sociales majeures sur la protection sociale complémentaire. Tout ça, ça se fait dans cette période parce qu'on met au cœur le pragmatisme, le dialogue, la confiance et la responsabilité. Donc le télétravail, on le fait bien sûr pour l'épidémie, mais ça nous permet aussi d'enclencher une réforme profonde de l'organisation et la confiance dans les organisations publiques. Moi, je tiens à vous dire juste quand même que dans cette crise, les agents publics, ils sont en télétravail, ils assurent la continuité des services publics, ils assurent le soutien aux entreprises, et je pense qu'on voit qu'on a un pays qui tient, et qui tient parce qu'on redonne des marges de manœuvre aux acteurs de terrain. C'est mon ambition, les agents publics l'attendent, et ils sont souvent, vous savez, eux-mêmes les premières victimes des lourdeurs, des lenteurs, la surbureaucratie. Donc c'est aussi avec eux qu'on doit changer, mais aussi, et si pour eux ça change, ça changera pour les Français. Allez, Amélie de Montchalin, ministre de la fonction publique et donc de la transformation. On compte sur vous pour ça. Merci d'avoir été avec nous ce matin.